prends la parole. Tu peux peut-être... Oui, je vais me présenter d'abord. Bonsoir à tous et merci d'être tous là. Je dirais pour la Syrie, au moins pour vous informer sur la Syrie. Moi, je suis citoyenne française et syrienne. Donc je suis syrienne aussi et je vais régulièrement en Syrie, donc 3 à 4 fois par an depuis 2001, date à laquelle j'ai pu re-rentrer en Syrie parce qu'avant j'étais dans l'opposition et pendant 20 ans, 25 ans, je n'ai pas pu mettre les pieds en Syrie. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, je voudrais faire un petit topo sur la situation de la Syrie dans les années 2000-2010, l'évolution en fait de la Syrie. La Syrie, d'abord, elle s'est beaucoup ouverte à l'arrivée de Bachar al-Assad au pouvoir, en fait, bien qu'il soit le fils du père, mais il a été réélu parce qu'il a été... Comment dire, sa candidature a été remise au vote et il a été réélu à 85% pratiquement des votants, qui était la majorité de la population. Donc il a un pouvoir légitimé par une élection, je veux dire, même si c'était le candidat qui était proposé par son père. Bon, ça c'est un premier point, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, je pense que c'est l'ouverture de la Syrie, l'évolution économique. C'est-à-dire alors que en 2003, bon, déjà il y a eu le 11 septembre en fait, qui est vraiment un événement mondial qui a occasionné cette fameuse guerre à la terreur ou au terrorisme, etc., dans tous les pays, qui a occasionné l'invasion de l'Afghanistan, l'invasion de l'Irak. La Syrie était contre l'invasion de l'Irak, ce qui lui a valu des sanctions importantes déjà. Donc la Syrie est sous sanctions depuis 2003. L'évolution, la Syrie a évolué économiquement malgré tout par un effort d'industrialisation, d'appel aux investissements des Syriens eux-mêmes, en fait, les Syriens expatriés qui sont venus investir dans le pays, créer une industrie. Je peux dire la Syrie donc se retrouve en 2010 en un état qui est autosuffisant sur le plan alimentaire. On exporte même du blé à d'autres pays. On exportait même l'électricité au Liban et à la Turquie. En fait, la Syrie a progressé, je peux dire, de manière très importante. La croissance économique annuelle entre 2003 et 2010 était de 5,5 à 7% pratiquement tous les ans, alors que dans les pays européens et occidentaux, il y a crise après crise et on voit une véritable régression. C'est un pays endetté, pardon. Zéro dette, 0 centime de dette. Voilà, merci beaucoup de me rappeler ce point. Et puis sur le plan social, il y a eu donc une explosion du nombre d'écoles, du nombre d'enfants scolarisés. En 2010, on était à 1% d'analphabètes. Chose qui vraiment brave, je dirais, même des pays comme la France. Alors, est-ce que vous aviez... bon, là, on nous parle de la Syrie un peu différemment. Est-ce que vous connaissiez ça? Je ne le savais pas. Hein, mais... Oui, vous? Oui, d'accord. Okay. Oui, donc c'est le cadre dans lequel les choses se passent, quoi. C'est important de le savoir. Et donc je peux dire, en fait, 2008, ça a été une ouverture, enfin, pendant tout ce temps aussi, il y a eu une très grande ouverture culturelle pour la réappropriation du patrimoine, c'est-à-dire à la fois restauration, création de musées et restauration de musées anciens, etc., qui mettaient en valeur l'ensemble de
du patrimoine archéologique de la Syrie. Vous savez quand même, la Syrie, c'est un pays qui a 10 000 ans et où l'histoire de l'humanité a commencé quand même. C'est le premier alphabet, les premières notes de musique, le premier plan comptable, les premiers impôts, les premiers contrats, etc. Tout ça sont sur des tablettes de terre cuite qui sont trouvées dans les villes du Garit, dans les sites de Palmyre, de Dora Oropos, etc. Donc c'est vraiment, enfin, c'est le pays qui est lui-même l'histoire de toute l'humanité, puisque l'être humain, quand il a commencé à se sédentariser, c'était là-dedans. En fait, c'était la Syrie, l'Irak, etc. C'est l'ancienne Mésopotamie qu'on appelait. Donc en fait, il y a eu un effort très important aussi de l'État syrien pour la valorisation de ce patrimoine, l'appropriation de ce patrimoine aussi, et la création de beaucoup de musées, même dans les toutes petites villes, et d'écoles d'archéologie pour pousser la population à prendre conscience de l'importance de ce patrimoine et ne pas le piquer, le vendre, etc. Parce que vous savez, comme dans tous ces pays, comme l'Égypte par exemple, bon, il y a un trafic de pièces archéologiques qui est très important. Donc tout ce travail a été fait, il y a plus de 1000 musées qui ont été créés, et je peux dire quand même que ces musées ils ont été aussi reliés au Louvre, donc par des accords bilatéraux. Il était question que, et ça a commencé, que ces musées soient en fait en relation de partenariat avec le Louvre. Je peux dire aussi, et je suis bien placée pour le savoir en tant que présidente de l'Association des scientifiques syriens expatriés, nous avions des rapports de coopération très très forts et très importants avec la France jusqu'au 18 mars 2011. Jusqu'au 18 mars, parce que en fait les choses ont commencé à tourner à ce moment-là de manière très magique, et on ne sait pas pourquoi, puisqu'on avait un congrès qui était prévu le 30 mars, un congrès sur la médecine, en fait, justement, médical en partenariat avec des médecins et des hôpitaux en France, et en présence aussi de l'ambassadeur français sous le patronage. Enfin, c'est une sorte en partenariat, je dirais, avec la France. On avait fait une conférence en fait sur le cancer, sur la détection précoce du cancer en février, qui s'est très bien passée, et il y avait la partie pratique qui était prévue le 30 mars. C'était un chirurgien qui devait venir faire un cours sur enfin comment on peut faire la chirurgie du cancer précoce, cancer du sein précoce, etc., sans ablation. Et donc, le 18 mars, ce chirurgien m'écrit en me disant écoutez, moi je ne vais pas venir, apparemment il y a le feu en Syrie. Et à ce moment-là, le responsable de la coopération technique et scientifique de l'ambassade de Damas, en fait, de l'ambassade française à Damas, je lui écris, je lui transmets la lettre, et il me dit bon, et il lui fait une lettre en disant écoutez, il y a quelques événements, quelques manifestants à Deraa, dans le sud du pays, et c'est parfaitement circonscrit, et vous n'avez rien à craindre, ça sera terminé dans 2 jours, et donc vous venez. Et le congrès est maintenu. Donc lui, il me l'a envoyé, je l'ai encore ce mail. Et 2 jours plus tard, changement total de la position française, qui commence d'abord Hillary Clinton, qui commence à dire Assad doit partir. Obama qui réplique aussi, Ban Ki-moon, Catherine Ashton,
Et puis en France, Juppé, Sarkozy qui disent oui, allez, Assad doit partir. On n'a rien compris à ce revirement de situation. Puis du jour au lendemain, les centaines de contrats qui existaient pour la France, en fait, hein, en Syrie, ont tous été stoppés dans la semaine. Alors, donc ça, ce sont des faits qui interpellent. Et puis, en fait, tout de suite, une campagne médiatique qui a commencé, donc, réduisant l'équation, je dirais, de la Syrie à un tyran qui tue son peuple, hein. Le nombre de tués, de morts, etc., qui s'élevait de manière exponentielle. Et moi, j'étais en Syrie à ce moment-là. Et en fait, parce que je préparais le congrès, j'étais en Syrie, et à chaque fois que sur Al Jazeera, ils disaient « Oh, grande manifestation, nombre de morts, etc. », on courait pour voir où se trouvait la manifestation, il n'y avait rien. Et pareil à d'autres endroits, donc c'était vraiment des faits qui étaient inventés. Il n'y avait rien. Et peu à peu, donc moi j'ai dû rentrer en France, et puis je suis retourné en Syrie au mois de juillet. Et la campagne médiatique a continué sur le nombre de morts, sur la violence, En juillet, je vous assure que lorsque l'avion descendait, moi j'avais les larmes qui coulaient, je m'attendais à voir un pays détruit, démoli. Et puis j'arrive et les gens m'accueillent à l'aéroport, et puis on m'amène dans un resto le soir après et je me dis mais c'est pas possible, mais c'est comme ça. Ils me disent oui mais il n'y a rien, il faut vraiment pas croire tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Mais moi je ne croyais pas, honnêtement. Et en fait, j'ai passé pratiquement tout le mois de juillet sur place, et là, j'ai commencé à... j'ai voyagé partout, j'ai discuté beaucoup avec les chauffeurs de taxi, les taxis jaunes, là, c'est des taxis qui ne coûtent pas cher, donc tout le monde les prend, puisqu'il n'y a pas systématiquement de transport en commun qui est suffisant, donc il y a ces taxis qui sont pas chers, en fait, et que tout le monde... Et donc, je suis allée partout, j'ai discuté avec eux. Eux, ils me disaient, oui, bah, quand il y a des coins où on ne peut pas aller, on n'y va pas. Hein. Et ils ont commencé à me dire, c'est une catastrophe aujourd'hui, les gens, pour 2000 livres, ils vous découpent quelqu'un en kebab, ça commence à être très violent dans le pays, il y a des jeunes qui manifestent pour de l'argent, il y a beaucoup de... Il me disait, c'était des gens qui avaient des pilules. J'ai dit, mais c'est quoi ces pilules? Il me dit, tout ça, c'est des jeunes pleins de pilules. C'est quoi ces pilules? Et après, il m'explique qu'en fait, il y a une très forte distribution de drogue et d'argent qui pousse les gens à donc manifester. Et la manifestation, c'est 1000 livres pour un quart d'heure où ils prennent des photos, des vidéos, ils les envoient à Al Jazeera, et Al Jazeera paye 35 000 livres pour chaque vidéo. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que la Syrie a eu une très forte, comment dire, augmentation aussi, une très forte croissance en ressources humaines, si on peut dire. La population syrienne a augmenté pratiquement de 3% par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin en 2011, en 2010, elle se retrouvait avec plus de 60%, 60% de personnes qui ont moins de 25 ans. Donc des jeunes qui ont une forte population de jeunes. Et la plupart ces chauffeurs de taxi me disaient, alors l'un d'entre eux, il me dit, bah, vous savez, moi j'ai deux jeunes, un qui a 17 ans, l'autre 21 ans, moi je les boucle, hein, parce que quand je suis pas là, je leur interdis de sortir, parce qu'ils trouvent aujourd'hui toujours plein de gens qui leur donnent des sous et qui leur donnent de la drogue. Et ils veulent toujours des téléphones portables, de l'internet, etc. Et moi je n'ai pas les moyens, donc je les laisse à la maison. Bon, et il me dit, tous ces jeunes-là, ils font ça. Mais enfin, bon,
c'est un peu l'idée du fait divers, mais si vous voulez, c'est réellement, alors c'est devenu plus systématique, parce que systématiquement, des personnes qui travaillaient à Damas, comme femmes de ménage, comme jardiniers, comme je sais pas quoi, qui ont commencé à dire nous on ne vient pas parce que c'est plus rentable de sortir manifester que de... Alors, bon, ça c'est le fait divers, oui, allez. Et ça, alors attendez. Oui, Voilà. allez. Alors, Patrick, question, n'oubliez pas, c'est important parce qu'on apprend plein de choses, mais Bien vous sûr. levez la main. Stéphanie. Oui. Excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard, je suis désolée. Une question par rapport à ce que j'écoute tout à l'heure. Vous dites que donc il n'y a pas de conflit entre les sunnistes et les autres, enfin, ou alors c'est par rapport à la drogue. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas du tout ce qu'on entend. Oui, Ça n'a rien à voir. En fait, C'est j'essaye... inquiétant. Absolument. J'essaye de vous donner un autre son de l'information par rapport à ce que vous avez. Et c'est vrai qu'il y a, je peux quand même revenir sur les manifestations qui ont eu lieu, et il y en a eu au départ. Il y a des manifestations qui sont très légitimes, qui ont commencé donc en avril, en mars, en fin mars, parce que le 30 mars en fait, 2011. Le 30 mars 2011, le gouvernement a été démissionné et il a été changé par un autre gouvernement. Donc il y a eu des manifestations importantes, je ne sais pas quelle est son ampleur, mais il y a eu des manifestations que j'appuyais moi-même, qui demandaient plusieurs choses. Un, l'abolition de l'état d'urgence, qui est en vigueur depuis 1963. Deux, la libération de tous les prisonniers politiques. 3. L'abolition de l'article 8 qui est de la Constitution, pas l'abolition mais le changement de l'article 8 de la Constitution qui donnait qui disait que le parti basse conduisait, en fait dirigeait toutes les affaires du pays. Ok, c'est le parti unique, en fait, le parti unique au pouvoir. Et qui demandait aussi donc le changement de la Constitution, voilà. Alors, face à ça, effectivement, les libertés démocratiques, ils demandaient liberté de presse, liberté de manifester, et liberté de manifester pacifiquement. Face à ça, il y a eu quand même il y a eu dans certaines manifestations, donc ces manifestations qui réclamaient ça, elles ont été, le pouvoir, ou Bachar el-Assad a dit, ok, il faut le changement, il faut des réformes, je suis d'accord avec vous, l'état d'urgence, on l'abolit tout de suite, et par contre, changer la Constitution, ça ne se fait pas en 2 jours, et pour la liberté de manifester pacifiquement, on est d'accord, mais dans les règles de l'art, c'est-à-dire vous présentez une demande, vous faites le parcours, etc., vous demandez la validation du parcours, et il faut que ce ne soit pas violent. Donc, là, ça a été, alors ça n'a pas du tout été présenté par les médias en France, ça n'a pas été même l'objet d'un petit entrefilet, mais la réalité, c'est que dès le premier jour, justement, de ces manifestations pacifiques, ce qui s'est passé, c'est que les forces de l'ordre sont allées sans aucune arme, et même sans bâton, et les manifestants et les manifestations aussi. Bon. Et puis, il y a eu des morts des deux côtés. Des gens qui ont été tués par balle, à la fois des forces de l'ordre et des manifestants. Et en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'il y avait une partie tiers qui s'insérait dans les manifestations, qui tirait sur les manifestants par derrière, donc ils ne les voient pas, et qui tirait sur les forces de l'ordre. Donc la situation s'est enflammée et il y a eu une crise de confiance, effectivement, entre les deux, parce que dès le lendemain, les forces de l'ordre ont refusé d'aller face aux manifestants sans être armés, et
les manifestants ont dit, voilà, vous abolissez l'état d'urgence, mais vous nous tirez dessus, donc vous montez. Et donc là-dessus, les manifestations ont continué, mais en faisant systématiquement aussi des morts. Ça, c'est un point. Le deuxième point, les manifestations à Dera et dans d'autres villes se sont attaquées aux bâtiments administratifs. Ils ont malmené, voire tué et blessé des employés. Donc à Dera, c'était le bâtiment du tribunal d'instance de Dera, sachant quand on sait que Dera est une ville frontière, donc comme toutes les villes frontières, il y a toujours beaucoup de contrebande, etc. et de trafic. Donc le premier bâtiment visé, c'était le tribunal d'instance, le deuxième, c'était le bâtiment du parti. Alors, mais saccagé complètement, brûlé, etc. Donc là, ça ne pouvait pas aller du tout dans le sens de la comment dire, du pacifisme. On voyait très bien que les manifestants n'étaient pas pacifiques et tout de suite, ils ont été armés et ils ont tiré sur les forces de l'ordre. Et sur l'armée aussi est intervenue. Alors, sur les médias, il y a eu une histoire inventée de ces enfants à qui on a enlevé les ongles, etc., qui ont été arrêtés à Dera, qui est une affaire complètement montée de toutes pièces. Parce que je sache, les ongles ne repoussent pas du jour au lendemain. On n'a jamais vu de vidéo d'enfants qui ont des ongles complètement enlevés. Ça, c'est un point comme ça, soit dit en passant. Et puis, les choses se sont effectivement envenimées entre les manifestants et le pouvoir. Et rapidement, les armes ont afflué, et très rapidement, des djihadistes de l'extérieur sont afflués. Al-Qaïda était venu. Donc, au début, ils étaient marginaux, et puis aujourd'hui, il y a énormément de djihadistes qui viennent de 29 pays différents. C'est même reconnu par des journaux sérieux comme l'Independent, comme le Guardian, c'est un rapport des services de renseignement allemands qui a relaté aussi le fait que l'ASL ne représente n'a que 5% de Syriens à l'intérieur de l'armée dite syrienne de libération. Donc voilà, ça c'est un peu les faits. C'est un peu dramatique quand même tout ça. Qui est-ce qui tient les ficelles? Alors, moi je voudrais dire un peu ce que j'ai vécu à Paris aussi, parce que comme je vivais dans les deux pays, à Paris, en mai 2011, Juppé invite à une conférence à l'Institut du monde arabe, à laquelle il invite tous les activistes des pays arabes. Il y avait donc des activistes égyptiens, tunisiens, libyens. Il y avait une personne qui représentait la Syrie mais qui n'était pas activiste à ce moment-là, qui avait fait... Et il y avait juste le ministre de la communication jordanien, qui lui représentait aussi la révolution, manifestement. Et tous ces jeunes, alors de l'autre côté, il y avait donc dans la salle pratiquement tous les responsables des représentations diplomatiques françaises dans les pays arabes, et le colloque était dirigé par des personnes comme les personnalités qui dirigent, qui dessinent la stratégie au Quai d'Orsay. Donc il y avait des personnes de l'IRIS, il y avait des personnalités du Quai d'Orsay, des renseignements généraux et des responsables économiques aussi de la coopération. Donc dans ce congrès, là, dans ce colloque, les jeunes activistes ont dit, vous savez, nous on a travaillé avec nos amis des pays de l'Est, c'est-à-dire des Ukrainiens, des gens du Kosovo, des gens
des Lituaniens, etc. Ils nous ont expliqué comment on peut mener une révolution comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait entrer par les quartiers pauvres vers les villes. Il fallait se mettre avec la population. Et c'est ce que nous avons appliqué en Égypte, c'est ce que nous avons appliqué en Tunisie. C'est entourer les villes par les campagnes et essayer d'être avec ces gens très bien. Comme ça, c'est eux qui nous protègent. Et on avance comme ça vers les villes, et voilà. Donc, la plupart ont répété à peu près la même chose. C'était des personnes qui ont été des jeunes actifs sur Internet, qui ont été détectés avec des bourses américaines. Ils ont dit qu'ils ont eu des bourses d'études, en fait, et ces études se sont passées sous surveillance américaine, mais dans les pays de l'Est. À la fin de la journée, et puis, après, il y a eu un grand débat parce qu'il y avait les frères musulmans qui étaient là. Narda, justement, était là. Et le parti des frères musulmans égyptiens était là. Et il y avait, je me rappelle, ils ont dit, des jeunes des frères musulmans en disant, nous, on est vraiment... on veut évoluer, il faudra que la jeunesse ne nous laisse pas tomber, il faut venir avec nous pour faire évoluer le parti des frères musulmans, pour faire évoluer nos pensées, etc. Et puis à ce moment-là, je crois qu'il y avait une dame tunisienne dans la salle et lui a dit « Mais vous êtes en Narda, vous pouvez me garantir si demain je veux marcher avec une micro-jupe dans la rue, vous me laissez faire, je suis sûre. » Et elle lui a dit « Oui, absolument. » Bon, donc finalement, à la fin de la journée, ce qui s'est passé, c'est que Juppé a dit, je suis resté là, non pas par désœuvrement, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit, et la conclusion que j'en tire, c'est qu'on avait tout faux dans notre relation avec le monde arabe. Aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille avec les frères musulmans. Et donc, ça a été le coup d'envoi d'une nouvelle politique. Donc ça, c'était le 8 mai 2011. Le coup d'envoi d'une nouvelle politique de pacte avec les frères musulmans. Et c'était aussi le cas où Hillary Clinton, elle avait décrété aussi qu'il faut collaborer avec les frères musulmans. Donc ça c'est le premier point, je dirais, la première rencontre qui a eu lieu sous l'égide de Juppé. Deuxième réunion sous l'égide de Juppé aussi. C'était en octobre 2011, une grande réunion à l'Odéon, au théâtre de l'Odéon, mais c'était les organisateurs annoncés, c'était les révolutionnaires syriens, mais vous savez tous parfaitement que l'Odéon est un théâtre national qu'on ne peut même pas louer, c'est pas la salle de la mutualité qu'on peut louer pour une activité politique. Et en plus, toute la présence, c'était... il y avait tout le gouvernement, en fait, à l'époque, était dans la salle, plus Jospin, plus Mitterrand. Donc, en fait, il y avait à la fois l'UMP, mais aussi des personnes du PS dans la salle. Et c'était un grand meeting de soutien, mais qui était très culturel. C'est-à-dire que on a commencé par un morceau de musique, après il y a eu des poésies qui étaient lues, etc. Mais tout débat politique complètement occulté. Par contre, l'organisateur, c'était Jacques Vallet, qui est l'organisateur du Festival d'Avignon. C'est lui qui a organisé la soirée. La première personne qui a parlé, c'était... Ah ben ça marche plus. La première personne... Voilà. La première personne qui a parlé, c'était Burhan Ghalion, qui est devenu rapidement le président du Conseil national, dit syrien. La deuxième, c'était Farouk Merdambek. Alors, Burhan Ghalion qui a fait un historique de l'arrivée du Baas au pouvoir.
Bien sûr, c'est un parti dictatorial. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, comme tous ceux qui sont arrivés au pouvoir en Syrie, donc après l'indépendance, ça a toujours été une suite de coups d'État. Deuxièmement, il y a eu Farouk Mardambe, qui est une personne quand même très fiable, entre guillemets, pas entre guillemets, c'est quelqu'un qui est assez de notoriété, je peux dire, qui a fait l'analyse de l'ère Assad sur le plan pas idéologique, mais sur le plan de l'exploitation, sur le plan de l'économie, etc. Et puis, là-dessus, justement, Jacques Valette, il dit, mais je vois Monsieur Juppé dans la salle, est-ce que je peux vous donner la parole? Et Juppé dit, oh, j'ai pas prévu de parler, mais je prends le micro aussi, ok. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravi que Monsieur Relioun accepte de prendre la direction du Conseil national syrien, et je peux lui dire, et je le dis devant vous tous, mon bureau est ouvert, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous le dites. Voilà. Et 2 jours après, le Conseil dit national, dit syrien, a été créé. Et nous avons su que c'était aussi l'argent du Qatar a beaucoup contribué à faire accepter et à le créer. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur qui a créé, qui a fait, et quels sont les intérêts, mais ça, ce sont des faits. Je vous laisse tirer les conclusions. C'est les faits que j'ai vécus à Paris, en fait. Et puis, depuis, je sais que de toute façon, tous ceux qui se disent pour la révolution syrienne, alors ils ont disposé de la mairie de Paris, de l'auditorium de la mairie de Paris, du salon d'honneur de toutes les mairies des arrondissements, notamment du 20e, et puis de Saint-Maur, et que à chaque fois, de toute façon, il y a une règle générale qui est de taire tout débat politique et de mettre l'accent sur des horreurs qui sont mises sur le dos du pouvoir et en fait des exactions contre des personnes, contre ceci, cela. Et des assassinats, pas des assassinats, des massacres, pardon. Donc tout ça et absolument aucun débat politique, aucun. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils ont été dans beaucoup de... Enfin, ils ont été largement soutenus, vous savez bien, quand le soi-disant conseil dit national, dit syrien, qui pour moi n'a rien de national ni de syrien. C'est effectivement des personnes qui sont syriennes, mais qui n'ont pas mis les pieds en Syrie depuis 40 ans. Voire 50 d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ces personnes, ce conseil qui a été créé et qui a été alimenté en moyens, à qui on a dit... Systématiquement, quand ils sont interviewés à la télé, quelle que soit la télé, quel est votre programme de transition? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel programme politique? Quelle application politique? Ils disent, bah, pour l'instant, on veut la chute du régime. Après, on part. Bon, c'est bien, voilà. Je vous laisse méditer. Ça va? Allez. Ça surprend hein, par rapport à tout ce qu'on entend. Vrai. Et qu'on voit. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que tu as raison. Hein. Non, je rapporte des faits, j'ai rien dit, moi. Allez. J'ai pas de conclusion, j'ai pas donné mon point de vue. Moi, en fait, c'est pas vraiment une question pour vous, mais c'est une interrogation par rapport à la politique étrangère des pays occidentaux. Je me dis que, en fait, par exemple, maintenant, la France ou la Grande-Bretagne sont en train de combattre les djihadistes au Mali. Donc, c'est toujours ces mêmes barbus avec un drapeau noir où il y a écrit dessus Ashhadu an la ilaha illallah. Ils les soutiennent en Syrie. Ils les soutiennent en Égypte, ils les soutiennent en Tunisie. Il faut savoir que par exemple en Tunisie, on a pire que le parti Nahda. On a le parti Tahrir, qui est un parti islamiste, le seul parti islamiste qui est reconnu dans un pays arabe.
il n'a même pas été reconnu dans les pays du Golfe parce que c'est un parti qui est pour en fait le califat, qui est contre toute forme de liberté. Et donc ils arrivent quand même en Tunisie à lui donner le permis de se présenter en tant que parti politique. Donc ces gens-là, ils se présentent sous le même drapeau et sous le même plan en fait. Et donc je trouve que d'une certaine façon, la politique occidentale est assez hypocrite. On ne peut pas les combattre en Afghanistan, au Mali et les soutenir en Syrie. Surtout que moi, par exemple, en tant que Tunisienne, en Tunisie, on est pour la majorité d'entre nous des musulmans sunnites. Et malgré tout, et avec ça, ce genre de partis ont réussi à semer la zizanie, à diviser le peuple, alors que pour la Syrie, qui est un formidable melting pot, c'est un pays que je connais bien en plus, je me dis, franchement, en tant que responsable politique français ou occidental ou autre, c'est une forme d'ignorance terrible que de soutenir ce genre de parti politique, en tout cas, si on connaissait un petit peu mieux l'histoire de ces pays-là. Donc, enfin, c'est une interrogation, c'est tout. Je trouve que c'est une forme d'hypocrisie. Autre intervention. Pierre-Antoine. C'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Enfin, pour moi, il me semble qu'il y a un livre intéressant à lire, c'est d'un géopoliticien américain qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Voilà. Et dans ce livre, par exemple, il explique que à une certaine époque, c'était pour affaiblir la Russie, il fallait créer ce qu'il appelait des arcs d'instabilité autour de la Russie. Donc à l'époque, le jeu, c'était d'armer les islamistes en Tchétchénie ou en Afghanistan. Donc finalement, c'est une chose qui est utilisée un peu partout, là où ils en ont besoin. Et comme des pauvres gens, il y en a partout, on peut facilement brigader des gens dans des choses irrationnelles. Et peut-être même demain en France, en appuyant sur les fractures communautaires et des choses comme ça. Autre intervention. Je l'ai lu le livre, oui, et j'ai eu du mal à y croire, mais jusqu'au jour où je l'ai vécu moi en tant que dans mon pays. Donc, oui. Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport au Mali. Effectivement, c'est pas du tout une hypocrisie ni une contradiction, parce que je pense en fait la première phase, on envoie les djihadistes déstabilisés, casser le pouvoir qui existe et casser son autorité essentiellement. Et la deuxième phase, c'est on vient en sauveteur, en fait, en sauveteur de l'humanité, etc. Je pense en fait, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en Afghanistan. L'Afghanistan était un pays qui était très proche de l'Union soviétique, socialiste, etc. Ils ont recruté des tonnes de djihadistes, hein, par le biais de l'Arabie Saoudite d'ailleurs. C'est l'Arabie Saoudite qui a recruté et financé, hein, les djihadistes contre le communisme galopant en Afghanistan. Et bien ces djihadistes qui ont réussi peut-être à combattre le communisme galopant en Afghanistan, ils sont devenus les terroristes qui ont fait le 11 septembre, soi-disant. Donc on envahit l'Afghanistan pour les sauver de ces djihadistes, les talibans. Et conclusion, en fait, ce qui est visé réellement, c'est pas ça. Moi, je pense que les États-Unis, comme les pays de l'OTAN, ils n'en ont rien à faire des peuples. Ce qui les intéresse, c'est les ressources qui sont sous la terre. Voilà. Alors, il y a le gaz, il y a le pétrole. De toute façon, Bush a dit « We are addicted to oil and our problem is that it's everywhere. » Hein? Donc, on va le chercher là où il est. Ça, c'est... et puis... Absolument. Donc, en Mali, c'est le problème. Il y a de l'uranium, il y a du pétrole, il y a de l'or, et c'est pas seulement le Mali, en fait. Ce qui est visé à travers le Mali, ils l'ont déstabilisé. Il y a eu un coup d'État. Il y avait un État qui arrivait à construire, à avancer, etc. Et ils lui ont fait un coup d'État, et actuellement, il est déstabilisé. Et suite au coup d'État, on envoie les djihadistes, et puis là, on va les sauver.
Mais il y a le Mali, à côté du Mali, il y a l'Algérie, à côté du Mali, il y a le Nigeria, et il y a énormément de richesses dans cette région. Donc, voilà, tout s'explique, je veux dire. Et malheureusement, la couverture dite démocratie, dite humanitaire, etc., elle devient de plus en plus courte quand même, parce qu'on voit les jambes derrière. Oui, Voilà. alors, Fatih. Je voudrais informer les gens. J'ai vu un extrait de l'émission de Tadei Ce soir ou jamais sur le Mali. Il y avait Guéno qui était invité. Donc, et pour la symbolique, j'ai trouvé ça très fort. Il était d'un côté, et à son opposé, c'est-à-dire son contradicteur, c'était Roland Dumas. Et il était avec Michel Colomb, un journaliste belge qui est plutôt réputé pour être plutôt complotiste et anti-système de manière générale. Et j'ai trouvé ça très fort que Roland Dumas soit sur le même banc, sur le même côté, et en train de démolir la version officielle française, celle de Sarkozy et aussi actuellement de Hollande, sur les interventions en Libye et au Mali. Et c'était d'une violence, mais je vous jure, c'était d'une violence terrible. Ce sont des gens très policés et éduqués, mais c'était d'une violence extrême. Et la charge de Roland Dumas sur Guéno frisait l'assassinat en direct. Vous pouvez mais réellement, hein, je veux dire, symboliquement, ça m'a bouleversé. Après voilà, je vous dis ça, vous pouvez le trouver sur internet et le regarder. Il y a un extrait d'à peu près 9 minutes sur un site qui s'appelle la Gazette Online, qui est un site plutôt, je le dis, plutôt complotiste, mais parfois ô combien qui révèle parfois pas mal de vérité. Voilà. Excuse-moi, on peut le voir sur le site de FR3, hein, toute l'émission. Parce qu'elle c'est une émission complète, et puis c'est très intéressant de voir que Roland Dumas, il tombe complètement d'accord avec Michel Colomb, en fait, sur l'intervention au Mali, qui est de type néocolonial, hein, ça c'est clair. Et puis je peux dire quand même, il y a quand même des gens en France qui cherchent à appliquer un certain nombre de valeurs quand même, hein. C'est les valeurs républicaines, et puis bon, ils sont un petit peu marginalisés du pouvoir aujourd'hui, aussi bien des socialistes, etc. Mais en fait, c'est vrai que on a connu une France qui est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est pour en fait la non-ingérence, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de principes qui existent et qui malheureusement aujourd'hui sont très marginalisés dans la politique française. Ok. Autre? Alors, mon ami Lucien. Moi, je trouve qu'il y a un tournant assez impressionnant, voire quelque peu effrayant, avec le changement de la politique étrangère de la France. Il y avait justement la politique gaulliste ou gaulienne, peu importe, qui était d'avoir des relations bilatérales avec beaucoup de pays qui n'étaient pas forcément d'accord entre eux. Et De Gaulle avait quand même exclu, enfin il avait demandé à sortir de l'OTAN. Je crois que c'est Jacques Chirac qui a repris l'intégration de l'OTAN. Et je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui a réintégré le gouvernement, enfin non, qui a rejoint le gouvernement intégré de l'OTAN. Et il me semble que tout de suite après, les choses se sont accélérées. Et ça m'inquiète un peu. Parce que l'OTAN, c'est l'organisation pour protéger les pays occidentaux contre l'invasion soviétique. Et il y avait en face le pacte de Varsovie, je crois. Le mur de Berlin est tombé, le pacte de Varsovie s'est dissous et l'OTAN pas du tout. L'OTAN était destiné, me semble-t-il, à l'origine à protéger les pays qui étaient signataires des accords. Et là, on voit l'OTAN avec une politique quelque peu expansionniste qui va intervenir à des endroits où les pays concernés ne sont pas du tout attaqués. J'en veux pour preuve la Libye, par exemple, hein, puisque la Libye, on a un triste constat
On parlait tout à l'heure du Mali. Il me semble qu'au Mali, il y avait quelque chose qui... Les djihadistes qui ont été quand même armés par les Occidentaux, par la France, le Qatar, l'Angleterre, les États-Unis, etc., etc., eh bien, ils se sont répandus dans le Sahel après, quand même. Hein. Et maintenant, les combats. Donc, est-ce que le gouvernement de Kadhafi était une menace pour la France, était une menace pour les pays de l'OTAN? Je ne crois pas qu'il y ait eu de déclaration de guerre à ce niveau. Donc moi, ce qui m'inquiète, et ce que je voudrais, si vous voulez, souligner et avoir quelques précisions à ce sujet, c'est cette réintégration du gouvernement, enfin du pôle intégré de l'OTAN, je ne sais plus comment, du commandement intégré de l'OTAN. Est-ce que ça ne coïncide pas avec cette fameuse, ce changement à 180 degrés de la politique étrangère de la France, qu'on appelait autrefois la politique arabe de la France, hein, qui était une politique gaullienne, et qui aujourd'hui, bon, on ne la reconnaît plus tellement, quoi. Hein. Et est-ce que ça m'inquiète un peu, parce qu'il y a eu quelques réminiscences en 2003, puisque le discours de Dominique de Villepin, moi personnellement, il me fait encore frémir, quoi. Hein. Et ça a eu aussi comme conséquence qu'il y a eu, dans beaucoup de pays, des manifestations contre la guerre. Et là, que ce soit en Libye, en Syrie ou ailleurs, il y a une espèce de consensus généralisé pour justifier les interventions armées. Moi, ça m'inquiète un peu. Pourquoi apporterait-on la paix avec les bombes? Pourquoi le fait de détruire des pays et des infrastructures serait nécessaire pour faire en sorte de faire avancer la démocratie? Voilà, ça, ce sont des questions que j'aimerais mettre en avant parce que ça m'inquiète un peu. Merci Lucien. Alors, en fait, c'est pas vraiment pour intervenir. Je dois partir, donc je vais saluer tout le monde. Je suis venue un peu par hasard, donc ça m'a fait plaisir de rencontrer tout le monde. En fait, juste un mot, la démocratie n'est qu'une utopie finalement. Si les peuples ne veulent pas, si les peuples arabes ne veulent pas se battre et se réveiller, je pense que personne n'a forcément à les réveiller, ni à s'en occuper. Il ne faut plus croire à l'oncle Sam. Il faut arrêter à un moment donné. C'est vrai que nous, on est tout le temps en train de chercher de l'aide chez les Occidentaux et on recherche une certaine utopie, la recherche de la démocratie et des libertés. Mais finalement, si ce n'est pas un souhait qui émane de nous-mêmes, je trouve qu'on ne peut pas trouver ça chez les autres finalement. Donc moi, personnellement, par rapport à mon pays, j'ai été la première choquée par le vote des Tunisiens. Mais après, je me suis dit, bon, s'ils veulent ça, ben, c'est ce qu'ils veulent, c'est tout. Mais en même temps, ça ne peut pas venir des autres. On doit se réveiller nous-mêmes à un moment donné. C'est tout. Moi, je voudrais... Et ça, je vais donner la parole à les deux. Non, ça... Avant qu'elle ne parte. Ah non, elle va rester encore quelques instants. Voilà. Moi, ma remarque est très simpliste. Au départ, j'étais venue pour entendre parler de la Syrie. Alors, ma foi, je lis la presse, j'essaie de lire la presse de droite et de gauche. J'y vois des horreurs qui sont perpétrées là-bas, des répressions très dures, des villages quasiment totalement décimés ou presque. La télé nous en montre des images, donc à moins que ce soit des comédiens, ma foi. Et là, je vois que j'ai l'impression d'être dans une désinformation totale, avec le sujet qui va un petit peu dans tous les sens. On parle des pays arabes. Monsieur nous a lu un exposé qui était préparé. Bon, moi, je pensais être un petit peu plus éclairée, je ne demande pas mieux, mais je crois savoir, je suis prof d'histoire, que pendant la Seconde Guerre mondiale, on niait en France l'existence des horreurs qui se perpétraient dans les camps de concentration. Donc la désinformation, ça existe. Alors, puisque vous êtes sur le terrain, vous êtes allé, dites-nous exactement ce qu'il en est. Et pas partir avant d'avoir une réponse. Richard, on laisse répondre, et puis Essa, je t'en prie. Voilà. Alors, moi je voudrais, je vous répondrai, mais je voudrais dire avant à mon amie tunisienne, parce que en fait c'est vrai, on parle de démocratie, mais en fait de quelle démocratie on parle? C'est la démocratie qui laisse la liberté aux grands trusts d'exploiter, de diriger les médias, de diriger les gens. Est-ce que les États-Unis c'est une démocratie? Est-ce que la France aujourd'hui c'est une démocratie quand on voit que
Il y a peut-être un peu plus de liberté, mais moi je peux dire qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, j'essaye de faire un minimum de réinformation sur la Syrie, et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à avoir des salles, j'ai beaucoup de mal à... Tout est occulté. Et quelle démocratie quand on attaque la Syrie, on la suspend de tous les satellites. On suspend la voix de la Syrie. C'est normal que vous n'ayez pas d'informations, parce qu'on a interdit la Syrie de tous les satellites, et il n'y a que les médias de l'OTAN, ajoutés à leurs amis saoudiens et qataris, qui sont permis. Alors, on parle de démocratie aussi, d'amener la démocratie dans les pays arabes. Est-ce que l'Arabie saoudite et le Qatar sont des exemples de démocratie? Merci. Un pays où la femme n'a pas le droit d'exister, n'a pas de vote, n'a pas de... voilà, et le Qatar, bon, ça c'est pas du tout la démocratie. Donc ça c'est un point qui me semble vraiment être très important à élucider. Et en fait, ce que veut l'Occident, c'est des structures peut-être de partis et d'élections à travers lesquelles ils peuvent s'infiltrer, comme c'était le cas dans la révolution orange en Géorgie, le cas de tous les pays qui étaient satellites de l'Union soviétique, qui aujourd'hui sont de droite et complètement manipulés. Certains partis de ces pays sont manipulés par les Américains. Donc je pense que c'est un petit peu ça le problème, et c'est en fait chacun lutte pour son pouvoir à travers les franges de la population. Pour madame, alors je voudrais vous répondre, effectivement il y a une véritable désinformation en France, et ça c'est un premier point. Deuxième point, je ne dis pas que Assad est un ange, en fait Assad il a fait tout pour que l'Occident lui en veut. Pourquoi ? Alors, s'il avait vraiment l'envie de la chaise, d'être président à vie, il aurait accepté dès le début de couper les relations avec l'Iran, parce que ça a été clairement demandé, de couper les relations avec la résistance palestinienne, de reconnaître Israël. Il aurait été l'idole des médias occidentaux, et il aurait pu rester président à vie, et même jusqu'à la fin du siècle. Et même passer ça à ses enfants. Mais ce sont les points qui ont été dits clairement, ils lui ont été demandés. Depuis 2003, ils lui ont été demandés. Et depuis 2003, il est sous pression pour la reconnaissance de l'État d'Israël et pour rompre les ponts avec l'Iran. Et pourquoi l'Iran? Parce que l'Iran, la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la résistance palestinienne, la résistance libanaise et la résistance palestinienne présentent un front de résistance à Israël, et Israël qui veut prendre le dessus sur toute la région. Pourquoi le Qatar se fait la main armée? Parce que Qatar a passé un accord avec Israël depuis 1996, et Qatar est en train de se battre aux côtés des Américains pour que ce soit le business qui marche dans tout le Moyen-Orient, y compris Israël. Donc Qatar, c'est business is business, et en fait la Syrie fait obstacle à ce business pour que ça progresse. Deuxième point, le Qatar veut passer son gaz. C'est un pays où il y a d'énormes richesses de gaz, et il veut passer son gaz à l'Europe par des tuyaux qui passent à travers la Syrie. Et l'Afghanistan, c'était aussi les tuyaux de gaz, le problème de gazéoduc. Et donc, aujourd'hui, la dite coalition que le pouvoir français a reconnue comme représentant légitime du peuple syrien, alors que c'est une poignée de gars qui viennent des États-Unis et de la France, et qui n'ont pas mis les pieds en Syrie depuis 50 ans, ils ont signé un accord, et d'abord, premièrement, c'est qu'ils reconnaissent l'État d'Israël. Deuxièmement, ils démantèlent l'armée syrienne. Troisième, s'ils arrivent au pouvoir. Troisièmement, qu'au Liban, ils font tout en sorte que ce soit l'équipe de Hariri qui prenne le pouvoir, c'est-à-dire l'abolition de la résistance libanaise, le démantèlement de la résistance libanaise.
Et quatrièmement, comment dire, la primauté au Qatar pour l'exploitation du gaz syrien. Il faut savoir quand même que la Syrie flotte sur une nappe de gaz qui va depuis les frontières irakiennes jusqu'à Chypre. Et que c'est ça qui est visé aujourd'hui. Et comme vous le savez parfaitement, que le gaz est devenu le combustible le plus important depuis les accords de Davos d'un côté, parce que moins polluant, facile à transporter, facile à extraire, etc. Et que d'un autre côté, la raréfaction des ressources pétrolières, qui vont être très rares d'ailleurs dans la région, même en 2020, font que le gaz devient le combustible le plus important, enfin la source d'énergie la plus importante. Donc tous ces points qui ont été ratifiés par cette dite coalition qui a été reconnue par la France, qui ont été signés à Doha, au congrès de Doha, et qui ont été par eux, donc ils se sont engagés à ça. Ils se sont engagés aussi à reconnaître l'État d'Israël, ne jamais réclamer le Golan et ne jamais réclamer Alexandrie, qui sont des parties de la Syrie qui ont été amputées. Et voilà, donc c'est ça qui fait que la France les reconnaît, et la France les promeut, et la France fait de Assad un véritable ennemi, alors que moi je peux vous dire aujourd'hui, moi j'étais contre Assad, aujourd'hui je suis pour qu'il reste et pour qu'il nous débarrasse de ces à la fois des traîtres et à la fois des salafites qui nous envahissent. Ok, alors Richard. Bonsoir. Non, moi je voulais simplement rebondir sur la notion de démocratie et savoir si il pouvait y avoir une technocratie avec l'existence d'une religion forte et structurante de la société. Je fais référence à la France. Lorsque la France a fait sa révolution, un des premiers principes qui a été mis en place durant la révolution, c'est la séparation du politique au clergé et du militaire. Or, on se rend compte que dans tous ces pays arabes, à chaque fois qu'il y a des révolutions, à chaque fois qu'il y a des partis, ce ne sont pas forcément des partis politiques, ce sont des partis religieux. Vous avez dit tout à l'heure que dans la Syrie, en fait, les vrais démocrates qui ont peut-être une voix démocratique à exprimer se retrouvent aujourd'hui 5-6%. En fait, ils ont été repris par... c'est pas ça? Non, je dis bon. qu'il y a 5% seulement de Syriens dans l'armée dite syrienne de libération. D'accord. En tout cas, donc les autres sont de l'extérieur. J'ai pas entendu de nom de parti politique, les démocrates syriens ou le parti libéral syrien. J'ai surtout entendu des... Alors je me demandais si, dans la mesure où ces pays sont toujours régis de manière politique par la religion, que ce soit la Syrie, même aujourd'hui on voit la Tunisie a fait sa révolution, on s'aperçoit que la religion prend de plus en plus d'emprise, ou alors c'est une désinformation, mais la religion prend de plus en plus d'emprise, on s'aperçoit que ces pays, à chaque fois qu'ils s'ouvrent vers un semblant de démocratie, sont vite rattrapés par la religion, parce que justement, ils n'ont pas, comme ça s'est fait en Occident, pris le principe de séparer le monde politique de la religion, et que la religion est politique alors qu'elle devrait rester dans une sphère privée. Et je pense que c'est la problématique de l'ensemble de ces pays arabes aujourd'hui. Autre? Alors, oui. Je prends le cas de la Tunisie, y compris la Syrie, dans tous les pays arabes où il y avait des dictateurs, l'existence d'un parti politique structuré est de fait interdite. Les seuls qui sont autorisés, ce sont des gens du système, pour faire depuis, en gros, depuis les années 90, un semblant de démocratie. Je vous rappelle que Ben Ali, moi je suis d'origine tunisienne aussi, je suis français mais d'origine tunisienne, Ben Ali faisait voter avec des enveloppes transparentes.
on allait aux élections, c'est comique. Hein. On se présente, il fallait absolument prendre la feuille rouge, celle du parti, le RCD, l'ex, machin, et c'était des couleurs, parce qu'il y a beaucoup d'illettrés aussi, il faut le reconnaître. Dans, on va dire 15 à 20% d'illettrés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La personne dans le bureau de vote vous intime l'ordre de prendre la rouge. Et à travers l'enveloppe, il voit si vous avez voté bien comme il faut ou pas. Donc il n'y avait aucune existence. Il n'y a que, on va dire, les syndicats, l'UGT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui est l'ancêtre de la CGT, lorsque la France était en Tunisie, a créé cette structure qui est encore existante, c'est la seule, qui est en état de créer une opposition réelle, intellectuelle, et qui structure aussi la culture en Tunisie. Mais mis à part ça, il n'y a rien. Et donc, suite à la chute, puisque les chutes sont arrivées d'une manière assez brutale et rapide, parce que ce n'était pas prévu, c'était pas dans l'agenda, on va dire, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur, et d'une manière assez... en Tunisie, ça a pris un mois. Du 17 décembre, c'est-à-dire le jour où le jeune s'est tué, au 14 janvier, si je me trompe. En un mois, on n'a pas le temps de créer un plan politique, un programme, vous voyez ce que je veux dire, et préparer l'avenir. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il reste quoi? Il reste que l'identité. Qu'est-ce qui structure un pays? L'identité religieuse. Et quand on rajoute à ça ce que les gens ne savent pas ici, c'est que la télé, c'est que celle de Al Jazeera qui passe à renfort de publicité à longueur de journée, et en plus avec un imam très très fort, des frères religieux qui s'appelle Al-Qaradawi, qui abrutit les gens, y compris en France, c'est-à-dire les gens des cités ou d'autres ici en France, l'écoutent cet imbécile. Et il ramène tout aux religieux, puisqu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de débat, les gens ils ne savent même pas ce que c'est la droite ou la gauche dans les pays arabes. Je vous garantis, à part les intellectuels et au-delà du bac plus 5, on ne sait même pas ce que c'est la droite et la gauche, être libéral, on ne sait pas. Je vous le dis honnêtement, 80% des gens ne le savent pas. Après, ils sont enfermés aussi dans d'autres débats anciens, style nationaliste arabe, Nasser, des vieilles trucs, quoi, des trucs qui ont 60 ans. Ou des trucs qui ont 1400 ans, c'est-à-dire l'islam. Mais il y a quasiment un non-instant, voilà, je vous dis. Et après, il ne faut pas s'étonner. Merci. Ça, si tu veux réagir. Est-ce que tu peux aussi, parce qu'on rentre dans la dernière demi-heure, si tu peux après nous parler un peu de la géographie, la situation de la Syrie, ses relations avec les pays aux alentours, la richesse du Syrie, si tu pouvais parler un peu de l'eau, de tout ce que ce pays a pu faire, et puis de la Turquie aussi. Okay, pour comprendre aussi sur un aspect géographique ce qui est en train de se tramer. Voilà. Tout à fait. Alors, d'abord, pour répondre à notre ami ici, en fait, l'idée de la séparation de la religion et de l'État, elle est vraie. Alors, je tiens à dire quand même que les États qui ont été laminés sont les seuls États laïcs dans les pays arabes. L'Irak était un État laïque. La Syrie est un État laïque. Il y a absolument, toutes les communautés vivent en Syrie, appliquent leurs propres règles de fonctionnement, mais il n'y a absolument aucun critère de religion, ni dans les nominations dans l'État, dans les fonctions, ni dans les distributions des portefeuilles ministériels. Il y a toujours une volonté d'équilibre, mais il n'y a pas de critères religieux comme ce qui est dit souvent dans les médias en France, comme quoi c'est un État alaouite. C'est pas un État alaouite. Effectivement, Assad est alaouite, la famille Assad est alaouite. Certains disent que l'armée est alaouite. L'armée, je tiens à dire que c'est une armée de conscription, c'est l'armée du peuple. Elle représente exactement la même mosaïque populaire que le peuple syrien et elle n'a rien d'alaouite. Les responsables de l'armée ne sont pas alaouites non plus. Les 3 responsables qui ont été tués malheureusement l'année dernière, le 18 juillet, ils ont été, un qui était Daoud Rajha et sunnite, turkmani et chrétien, et Asef Chaukat et alaouite, effectivement. Donc, en fait, même dans les directions, dans les postes très haut placés, je peux dire, des hauts fonctionnaires, il n'y a absolument aucun critère religieux. Je tiens à dire aussi que la Syrie, en Syrie, on n'a pas du tout ni son obédience confessionnelle, ni sa religion sur sa carte d'identité.
Donc c'est un pays complètement laïque, effectivement. Et ils sont en train de le détruire, comme ils ont détruit l'État de Libye et comme ils ont détruit l'État de l'Irak, pour mettre en place des pouvoirs qui sont plutôt des pouvoirs religieux. Je tiens à vous dire quand même, la Libye, vous savez qu'aussitôt le CNT est arrivé au pouvoir, il a déclaré la charia, en fait, et il a remis la polygamie, etc., etc. C'était à croire que c'était le point de rengaine contre Kadhafi qu'ils avaient. Mais il est certain qu'il est important quand même de voir, par ailleurs, que l'appétit est plutôt titillé sur la richesse en gaz de la Syrie, et puis le fait aussi que la Syrie s'autosuffit, et aujourd'hui l'indépendance en fait alimentaire, pharmaceutique, enfin médicale, etc., n'est pas permise dans un monde où les grands trusts veulent absolument être partout et envahir tous les pays. Alors, je reviens à la Turquie. Je voudrais vous dire quand même qu'aujourd'hui, quand j'ai parlé de la destruction de l'industrie syrienne, la destruction, c'était un pillage. C'est-à-dire, aujourd'hui, la ville d'Alep est la ville la plus industrielle de la Syrie. C'est en fait comme on dit, le coût qui alimente la Syrie, le coût alimentateur, en fait. C'est la présence industrielle, et c'est aussi la plus grande industrie, et il y a à côté aussi une région agricole qui est très importante. C'est en fait la région des berges de la Méditerranée qui sont très importantes en agrumes, etc. Donc l'acharnement contre Alep a fait qu'il y a eu 1000 usines qui ont été détruites, et sur la Syrie, il y a plus de 1000 hôpitaux et structures hospitalières qui ont été détruites. Alors détruites et pillées, c'est-à-dire que toutes les machines qui ont été fabriquées, qui sont dans les usines en Syrie, ont été démontées et ont été remontées de l'autre côté de la frontière, en Turquie. Les silos de grains ont été pillés, et le grain a été vendu de céréales, en fait. Les céréales ont été vendues en Turquie. Les appareils importants, l'appareillage important dans les hôpitaux, les scanners, tous les outils les PET scans, etc., etc., tout ça, ça a été démonté, attaqué, démonté et remonté du côté de la Turquie. Donc en fait, c'est un véritable pillage que la Turquie opère de manière systématique de la Syrie. Et aujourd'hui, et hier j'écoutais le représentant de la Chambre du commerce et de l'industrie de la Syrie qui veut porter plainte au niveau des Nations Unies contre la Turquie pour ce pillage et pour le remboursement de l'ensemble des choses qui ont été pillées. Parce que c'est vraiment un travail systématique. Je tiens à vous dire aussi, c'est quelle révolution vers la démocratie va tuer l'ensemble ou cibler, il y a des assassinats ciblés de chercheurs, les chercheurs les plus importants au niveau de l'armement, au niveau de la chimie et au niveau de l'agriculture. Alors, des profs d'université, au niveau du pétrole, il y a eu des grands experts qui ont été assassinés. Donc, en fait, c'est une véritable entreprise de sabotage, je dirais, de la Syrie et de ses ressources humaines intelligentes pour la mettre à genoux et pour, en fait, l'envahir. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Alors, l'histoire des hôpitaux, l'histoire des écoles aussi, les écoles et les universités qui ont été particulièrement visées. Il y a, pire encore, la semaine dernière, au moment où les étudiants passaient leurs examens,
il y a eu un tract des djihadistes qui demandait aux étudiants de boycotter les examens, et le lendemain, et bien sûr, donc les examens ont eu lieu. Et au moment même où les étudiants arrivent à la fac, à l'université d'Alep, 2 voitures piégées qui explosent. Il y a tout de suite 80 morts et après, et des centaines de blessés. Donc ça, c'est qui est visé? C'est l'intelligentsia, c'est les gens qui tiennent à apprendre, qui tiennent à se battre et à être d'un certain niveau pour construire ce pays, qui sont visés. Donc là, et bien sûr, on met tout ça sur le compte de l'État, parce que c'est le gouvernement qui tue son peuple, c'est lui qui tue les étudiants parce qu'ils sont contre lui, c'est lui qui tue les manifestants parce qu'ils sont contre lui. Je tiens à vous dire quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de comités de réconciliation populaire, en fait, qui sont créés. Il y a un pouvoir, un ministère de réconciliation populaire qui vise à recréer l'unité et énormément d'amnistie. Alors, dans son dernier discours, mais depuis l'année dernière, depuis 2012, Bachar al-Assad appelle à ce que les gens rendent leurs armes. Tout de suite, d'ailleurs, Hillary Clinton a dit « Ne rendez pas vos armes, ceci, cela, etc. Continuez à vous battre. » Et il continue à alimenter en armes et en logistique et en outils de communication les djihadistes. Il y a aujourd'hui énormément de Syriens qui étaient pour une révolution. Et ils pensaient que c'était une révolution qui allait vers la démocratie et le progrès, qui se rendent compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Alors, pour ceux qui étaient armés, ils rendent leurs armes et ils se rendent. Et pour ceux qui n'étaient pas armés aujourd'hui, ils vont dans le camp de dire aujourd'hui, on soutient le pouvoir que nous avons parce que c'est important d'avoir un socle fort qui nous permet de lutter contre cette agression des pays de l'OTAN par djihadistes interposés et pour reconstruire notre unité populaire et notre indépendance. Parce qu'aujourd'hui, la guerre devient non pas une guerre pour la démocratie, mais une lutte pour l'indépendance nationale, réellement. Et donc, beaucoup de personnes reprennent leur position, pensent le contraire, et si je peux vous dire honnêtement que si demain il y a des élections dans lesquelles on remet Bachar al-Assad en jeu, il y a plus de 80% des gens qui sont pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a su résister pendant 2 ans à une offensive de l'ensemble des pays, mais pas d'un seul pays, mais d'une dizaine de pays, et c'est la première dans l'histoire. Il a su travailler sur le plan diplomatique pour préserver le pays, pour activer un deuxième pôle, je peux dire, qui est le pôle des pays du BRICS. Et je crois qu'aujourd'hui, la bataille des Syriens, elle est bénéfique pour tous les peuples du monde entier, pour stopper ce diktat américain sur le monde et ce monopolisme à travers lequel ils veulent vraiment pas annexer tous les pays, mais plutôt piller l'ensemble des richesses de tous les pays qu'ils peuvent. Et je crois que le fait qu'il y ait eu 3 vétos à l'ONU, c'est une grande première. Hein. Les Russes et les Chinois, c'est la première fois qu'ils utilisent leur droit de veto, en fait, dans l'histoire politique du monde moderne. Et ça, c'est grâce effectivement à la diplomatie syrienne qui a su allier, tisser des relations et des alliances et les explications nécessaires, parce que ce n'était pas évident non plus dans ce cadre de mensonges et d'acharnement médiatique de faire apparaître la voie de la vérité. Je voudrais juste rappeler quand même 3 petits épisodes. C'est que la Syrie a accepté la mission de la Ligue arabe, le rapport Al-Dabi
n'a même pas été lu, il n'a même pas été présenté ni au Conseil de sécurité, ni à la Ligue arabe, parce qu'il ne disait pas ce que voulaient les Américains et les pays de l'OTAN et l'Arabie Saoudite et Qatar. Le rapport, la démission de Kofi Annan, il a écrit un rapport dans lequel il disait que de toute façon toutes les parties ne jouent pas le jeu et ce n'est pas la partie qu'on croit qui n'a pas joué le jeu, c'est pas la Syrie qui n'a pas joué le jeu, mais ce sont les gens qui arment ces djihadistes et qui les envoient en Syrie, qui n'ont jamais voulu reconnaître et qui n'ont jamais cessé de les soutenir. Et aujourd'hui, Al-Akhdar al-Brahimi, j'espère qu'il réussira. Et c'est pareil, il est tellement sujet à des pressions du côté américain qu'il est obligé de dire quelque chose contraire à ce qu'il a dit quand il a rencontré Assad, et 2 jours après. Donc voilà, c'est important de voir ça, c'est important de chercher à lire le rapport de la mission de la Ligue arabe, le rapport de Kofi Annan, etc. S'ils sont publiés, j'ai l'impression qu'ils ne sont nulle part, mais c'est occulté complètement. Et voilà. Donc, en fait, tout ça, ça contribue à la découverte de la vérité et de la réalité, et c'est occulté, malheureusement. Et vous savez aussi que la Syrie a été suspendue de toutes les antennes, y compris Arabsat et Nailsat. Arabsat et Nailsat, ça veut dire que même les pays arabes ne peuvent pas regarder la télé syrienne, et ils sont allés même jusqu'à... parce que Arabsat, ça veut dire que même les Syriens ne peuvent que voir la télé terrestre, hein, mais pas la télé satellite en fait. Hein. Et ça c'est privé, donc les Syriens d'écouter la voix de la Syrie. Et je trouve ça absolument abominable pour des pays qui prétendent à la liberté d'expression, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Ok, est-ce que quelqu'un veut conclure, intervenir une dernière fois? Oui. Alors, ton prénom s'il te plaît? Ouais, je voudrais savoir pourquoi il reste alors Bachar al-Assad. Pourquoi les Occidentaux, Israël, le laissent au pouvoir? Il reste parce que le peuple le veut aujourd'hui. Il s'appuie sur un véritable soutien populaire, d'une part, malgré ce que veulent les Israéliens et les Occidentaux. Et puis parce que le peuple syrien refuse de se faire imposer ses leaders par les pays occidentaux et par les pays étrangers. C'est le seul droit, enfin, personne n'enlèvera au peuple syrien le droit de décider de qui le gouverne et de qui il choisit comme leader. C'est au peuple de le faire, et ça, le peuple syrien est vraiment persuadé et pénétré de ce droit. Il ne laissera personne lui imposer une politique différente. Voilà. Ok. Je m'appelle Lanette et j'ai la question, vous avez dit que c'était 95% qui a voté pour votre leader. 85. Qui était à côté? Il y avait une opposition? Il y avait des propositions en choisir? Alors je pense que ça veut dire aussi que le peuple c'est un peu... On est d'accord. Le fait, je veux dire, il y a beaucoup de choses peut-être à reprocher au régime. Hein. Comme je vous disais, moi j'étais pendant 25 ans, je n'ai pas pu mettre les pieds en Syrie. C'est pas parce que je n'avais pas envie et je n'aimais pas mon pays. Hein, et puis j'ai toujours été pour la démocratie, et j'ai toujours été pour qu'il y ait, comment dire, une pluralité de partis et une pluralité de représentants, enfin de candidats, tout simplement. Mais aujourd'hui, les choses changent. Quand je dis aujourd'hui, on est passé d'une bataille pour la démocratie à une bataille d'indépendance nationale. C'est une réalité. Puisque aujourd'hui, l'agression sous couvert de démocratie est une véritable agression impérialiste contre la Syrie.
Et là, c'est non pas pour nous apporter la démocratie, mais pour nous mettre au pouvoir encore des gens qui sont encore plus réactionnaires que jamais, que le peuple n'acceptera jamais, de toute façon. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est les salafites, hein, qui sont en train de couper la gorge de chaque personne qui boit du vin, qui porte du vin, qui sert du vin, etc. Et interdiction aux femmes de ne pas se voiler, interdiction aux femmes de conduire la voiture, etc. Par contre, on fait une fatwa pour légaliser le viol. On fait une fatwa pour dire on est d'accord pour un mariage provisoire de quelques heures. Mais de qui se moque-t-on? Et on légalise le viol, on légalise de couper les mains, on légalise de couper les gorges, mais les gens sont égorgés, parce qu'on a trouvé chez eux une goutte de vin. C'est ça les salafites d'Al-Qaïda. Et ils viennent en Syrie en disant aux Syriens, barrez-vous de là. Nous, on vient dans la terre d'Allah pour mettre les Émirats de je sais pas quoi. On est vraiment face à une agression des plus réactionnaires du monde, au nom de la démocratie. Et ce sont ceux-là qui sont les alliés des Français, des Anglais, des Britanniques et des Américains, etc. Ils veulent nous les imposer. Alors moi, face à ça, je dis 1000 fois vive Assad. Et vive Assad parce qu'il a tenu le coup 2 ans face à toutes ces pressions et ces agressions. Maintenant, il reste, on nettoie le pays de ces gens-là, après on voit. Et aujourd'hui, il y a quand même 32 partis politiques qui ont été créés. Ils sont très peu mûrs parce qu'ils évoluent, mais il y a quand même un front de partis qui sont anciens, qui sont le parti pour le progrès et le Parti populaire syrien, qui ont créé ensemble un front démocratique, un front des partis qui sont pour la transition pacifique vers la démocratie. Il y a les comités locaux pour la démocratie qui aussi ont mûri pendant toute cette période. Avant c'était démocratie, mais maintenant ils commencent à voir un peu plus aussi le problème et les ingérences, etc., qui sont contre toute ingérence, qui sont contre les dictats extérieurs pour la sauvegarde du pays et qui sont pour le dialogue. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité du peuple qui est pour le dialogue, et ça se fait non pas dans les médias et dans les machins, mais ça se fait sur le terrain. C'est-à-dire, il y a des comités populaires qui s'opposent à ces djihadistes. Il y a eu d'ailleurs à Alep une manifestation de femmes, qui est une grande manifestation de femmes qui ont dit aux djihadistes, allez dehors, quittez nos villes, quittez nos... ils leur ont tiré dessus. Il y a eu une dizaine de femmes mortes, en fait. Ils tirent avec le mortier. Mais c'est incroyable à voir. Et c'est tous les jours. Il y a eu, par exemple, une explosion qui a fait un truc, comment dire, un truc piégé, là, qui a été fait dans le local où devait se réunir le comité de réconciliation populaire, où se réunissait le comité de réconciliation populaire à Hama. Il y a eu tout de suite 20 morts. C'est-à-dire, il y a eu un père, un pasteur chrétien qui a été aussi tué, mais alors martyrisé, massacré, etc., parce qu'il prêchait le dialogue. Et bon, sans parler des destructions, des lieux de culte chrétiens, musulmans, etc., c'est abominable. Hein. Et en fait, tout ça au nom de la religion et de la démocratie. Voilà. Bien sûr que personne n'en veut. Au niveau des Syriens qui ont toujours été des gens très civilisés, civiques, je veux dire, et qui ont toujours vécu ensemble,
Nous, la Syrie, c'est vraiment le pays des 3 religions. Il n'y a jamais eu de différence entre nous. Et je vous dirais, vous me demandez, je suis chrétienne, je suis musulmane, etc. Moi, je répondrai, je suis syrienne, point, basta. Donc, et tous les Syriens répondent comme ça. Aujourd'hui, il y a plus de musulmans dans les églises à Damas et dans les fêtes là, qui ont eu lieu, les Noël, le jour de l'an, etc. Il y a eu autant de chrétiens que de musulmans. Et il y a autant de chrétiens qui vont dans les mosquées pour montrer ce ciment de l'unité qui existe et le refus de ce confessionnalisme qu'on nous impose. Donc ça n'a rien à voir ni avec une guerre civile, ni avec une guerre confessionnelle. Très important. Vous ne donnez aucune crédibilité à notre presse sur la question de la Syrie et sur le reste? Oui, absolument. Je ne donne aucune crédibilité. On peut regarder un peu Russia Today, qui donne des informations un peu plus crédibles. Mais franchement, la presse française, britannique, américaine, n'en parlons pas. Enfin, je parle des télévisions. Maintenant, au niveau de la presse, il y a le Guardian, il y a le Independent qui donne aussi quelques informations et quelques rapports intéressants. Les Allemands en donnent plus de rapports intéressants, effectivement, qui sont en lien avec la réalité. Mais en France, je peux dire, ça commencerait à changer, ça commence à changer depuis le Mali, parce que il y a pas mal de presse qui parle de la contradiction avec ces djihadistes. D'un côté, on les soutient, de l'autre côté, on va les combattre. Mais pour moi, ce sont les deux faces d'une même politique. C'est ça le problème. C'est pas là le problème. Le problème, c'est quelle est la politique qui est derrière. Vous croyez que ça va durer longtemps encore? Bah écoutez, je pense que le terrorisme malheureusement dure longtemps. La dernière fois où ça a été une attaque comme ça, c'était en 82. On en avait beaucoup parlé, c'était Hama, etc. Le terrorisme a duré en Syrie 10 ans. Ce qui explique justement pourquoi l'état d'urgence a duré depuis. C'est parce qu'on était toujours en but des attaques terroristes. Et moi, je les découvre aujourd'hui. C'est la nouvelle lecture que j'ai des événements de 82, c'est celle-là. Mais sinon, jusqu'à présent, j'étais toujours en train de dire c'était un massacre, 82. Et bien aujourd'hui, je découvre ce qu'était 82. Parce que destruction des ponts, destruction des oléoducs, destruction des chemins de fer, mais une volonté vraiment de détruire complètement toute l'infrastructure de la Syrie. Au profit de qui ce serait? Si ce n'est au profit d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, Assad a réussi? Richard, enlève le doigt. Richard. Alors, Richard, Parinaz et Philippe. D'accord? Ça vous va? Et on va clôturer là-dessus. De toute manière, je donnerai une information sur le programme du week-end de Aïssar. Il y a demain, il est sur Nice, et puis je vous dirai tout ça. Richard. Alors, très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui Assad a réussi à se maintenir ou est-ce qu'il est toujours en danger? Bonne question. Merci. Alors, vous posez des questions d'abord? Oui. Parinaz. C'est pas vraiment une question, mais en ayant vécu 16 ans en Iran, j'ai vécu la révolution iranienne et tout ce que vous venez de raconter, je l'ai vécu il y a 34 ans. Je ne le dis pas, c'est clair, mais en Iran. Et je pense que tout ça a comme origine l'ayatollah Khomeini qui est arrivé en Iran et que malheureusement la France a accueilli. Je suis désolée de dire ça aujourd'hui, je suis française en premier, donc je suis partagée parce que je suis moitié française, enfin je suis française d'origine iranienne, mais je suis vraiment iranienne comme vous. Je ne suis pas musulmane, je ne suis pas autre chose, je suis iranienne. Et quand il est arrivé il y a 34 ans en Iran, et que le Shah qui voulait que le bonheur de son pays est parti, c'était le début. Et mon père
qui était un homme extrêmement cultivé, est venu un jour, il est sorti de sa chambre et il a dit « L'islam va prendre le pouvoir dans le monde ». Et je pense que tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est tout simplement tout ce que j'ai vécu il y a 34 ans, avec les mêmes crimes. Aujourd'hui, on parle d'Holocauste tous les jours à la télé en France. Il faut voir tous les pendus chaque jour en Iran pour simplement avoir dit on veut la liberté, Khomeini, on n'en veut pas. Et je pense que c'est la suite logique de tout ce qui est arrivé après. Et malheureusement, je ne vois pas le bout. Tout ça pour vous dire que je ne vois pas tant que les États-Unis sont derrière, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Marina. Philippe, on terminera pour toi. C'est Michel. Philippe est là. Il est bien fait, on a dit. Alors, je ne veux pas avancer le trafic. Moi, j'avais juste une question. Tout à l'heure, vous disiez que la Chine et la Russie avaient tenu leur veto et que c'est probablement à cause de ça, en partie, qu'il y a plus d'interventions étrangères directes, peut-être en Syrie. Ma question, elle est, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce que le Qatar ou les Émirats ou l'Occident veut faire en Syrie en ayant la main mise sur le gaz, le fait qu'il y ait une protection entre guillemets de la Chine et de la Russie, de la Syrie à l'ONU ne soit pas une contrepartie obligataire dans l'autre sens. Merci. Il y a d'autres questions comme ça, ça va faire. Moi, j'avais juste un doute personnel sur le fait qu'on parle depuis tout à l'heure que les États-Unis sont derrière tout ça. Moi, je vais plutôt l'Arabie Saoudite, qui alimente depuis plus de 30 ans le terrorisme dans le monde, pour faire mettre en premier plan l'islam dans le monde. Et je pense que c'est plutôt eux, avec sûrement la complicité des États-Unis, selon certains trucs, mais c'est l'Arabie Saoudite qui est à la base, je pense, de tout ça. Et le fait il y a des peuples qui sont pas forcément très heureux avec une dictature, comme il y a eu en Libye, en Tunisie, en Égypte. Maintenant qu'ils ont eu la révolution, est-ce qu'ils sont plus heureux ou pas? Je ne suis pas convaincu. C'est le chaos. Ok, c'est bon, allez. Alors, je vais commencer par la fin, parce que je trouve que les pays qui ont été vraiment détruits par les États-Unis et les pays de l'OTAN et l'Irak sont des pays qui sont dans le chaos. Aujourd'hui, on parle de 160 000 morts quand même, les résultats des bombardements de l'OTAN en Libye. Donc bonjour la liberté à ce prix-là, plus la charia alors que c'est un pays laïque. Hein. Plus, je peux dire quand même, la déconfiture de l'Afrique, hein, parce que la Libye tenait quand même un certain pouvoir par rapport à l'Afrique et qui permettait de tenir et d'aider sans doute des économies émergentes à exister. Et au moins, si ce n'est pas des économies, au moins une certaine politique africaine qui existait. Alors, moi je pense que c'est pas du tout des interventions qui sont porteuses d'un avenir meilleur pour les peuples. Alors, votre question, vous, c'était par rapport à la... est-ce que Assad a réussi, c'est ça ou pas? La Russie et la Chine. Bon, moi je ne crois pas du tout à la philanthropie des pays. Hein. C'est clair que chacun défend ses intérêts. Et par contre, il y a des manières différentes d'exprimer les intérêts. Je vois que la Chine et la Russie, dans leur, dans leur approche des intérêts des peuples et d'eux-mêmes, ils sont plus proches des contrats gagnant-gagnant et dans le respect des peuples. C'était le cas de la Chine, c'est le cas de la Chine par rapport aux Africains. Et alors que les pays occidentaux restent occidentaux de l'OTAN, hein, restent fondamentalement colonialistes, méprisants. C'est le profit, tout le profit pour nous en écrasant l'autre peuple, etc.
Et je pense que c'est aujourd'hui deux concepts différents qui sont existants dans le monde. Moi, je dirais, sans me faire du tout d'illusions ni sur la Russie ni sur la Chine, je pense qu'il est important de jouer sur les équilibres entre les deux forces, et que de toute façon, on est obligé de traiter avec les autres pays. Mais quand c'est sur la base de respect mutuel et sur la base d'une construction commune, pourquoi pas? Bon. Et puis, dernier point pour notre amie iranienne, je pense que, effectivement, mais l'enjeu, c'est comment dire? Je crois que c'est se faire des illusions que de croire à l'enjeu démocratique que voudraient les Américains ou les Occidentaux ou les uns pour les autres pays. Parce que le coup d'État contre Mossadegh, c'était pas Khomeini qui l'a fait. Hein. Donc l'Iran était dans une phase plutôt montante et démocratique. Et bon, ben, c'était plutôt les Américains, les Anglais comme les Américains. Et ouais, pour moi, les Anglais et les Américains sont très soudés. De la même manière, je pense d'ailleurs que l'Arabie Saoudite, c'est vraiment, ils agissent sur ordre américain. L'Arabie Saoudite n'est rien d'autre que le valet des Américains. Le Qatar, le prince du Qatar est un fonctionnaire des Américains. Le Qatar n'est rien d'autre que la base américaine. Donc, vraiment, c'est important de voir ça et de voir aussi, bon, c'est... nous, en tant que peuple, on n'a qu'à compter sur nos propres forces, effectivement. Et je crois que c'était en quelque sorte le crime qui était aussi reproché à Assad, c'est que il a vraiment... Enfin, les Assad, parce que le père et le fils, hein, c'est... aujourd'hui, on jouit plus, d'ailleurs, ça a été détruit, mais on jouissait jusqu'à 2010 d'une indépendance alimentaire, ce qui est énorme, énorme. Ne pas avoir de prise sur le pays, ça déplaît beaucoup aux Occidentaux. On était sous embargo depuis 2003, et sous embargo plus global depuis bien avant. On a quand même, ça ne nous a pas empêché de nous développer, mais on n'était pas du tout menacé dans notre pain quotidien. Et le peuple arrivait non seulement à vivre bien, il y a, même pendant la crise, jusqu'à il y a peu, je dirais aujourd'hui, jusqu'à il y a peu, et honnêtement, moi je tire mon chapeau, rien ne manquait sur les marchés. Il y a du pain, des fruits, des légumes, etc. C'est sûr que les prix ont augmenté, mais avec un travail je dirais, d'équilibriste, hein, parce que les routes étaient coupées, les transporteurs routiers s'étaient attaqués, les gens qui transportaient les denrées d'un côté à l'autre, tous les jours, le ministère des Transports devait changer les routes et les voies des transporteurs de denrées alimentaires, et rien n'a manqué. Et aujourd'hui, par contre, effectivement, dans certaines régions, notamment dans le nord et dans le nord-ouest, hein, qui sont occupés, je peux dire, par la dite ASL, qui n'est rien d'autre que la Turquie aujourd'hui, et tous les djihadistes derrière, bon, les gens manquent ils manquent en fait d'alimentation, parce que les choses ne leur arrivent pas, d'une part, et ils sont encerclés. On est allé, même le pouvoir est allé jusqu'à faire parvenir les denrées alimentaires et l'aide médicale par hélicoptère à certains voyages qui étaient encerclés par les djihadistes. C'est dire. Et bien sûr, c'est les hélicoptères qui bombardent, qui je sais pas quoi, etc. Mais un État qui tient à ce point à la vie de sa population et au quotidien du peuple, hein, je trouve que c'est quand même louable. On ne peut pas lui cracher à la gueule quand même. Et il y a cet aspect, il y a l'aspect qu'il tient sur les principes nationaux,
parce que s'il avait besoin de rester au pouvoir, il aurait trahi dès le premier jour et il l'aurait gardé longtemps. Et puis, jamais, depuis 2 ans jusqu'à maintenant, il n'y a eu un discours confessionnaliste qui émane du pouvoir. Alors que tous les discours confessionnalistes qu'on lui met sur son compte émanent de cette dite opposition qui veut... c'est l'opposition des sunnites contre les alaouites, soi-disant, qui est soutenue par l'Occident. Donc, moi, je ne peux que reconnaître et puis dire peut-être que j'avais tort, mais le contexte a changé. Le contexte a changé et c'est important d'avoir la lucidité de changer de position avec le contexte. Moi, je tiens à dire quand même, dans l'histoire de l'humanité, lorsque la Chine a été agressée par le Japon, même les communistes chinois ont fait front avec Chiang Kai-shek. Ok. Et bon. Donc, il est très important d'avoir cette souplesse et ne pas continuer à regarder à la loupe ce qui ne va pas et les aspects... Moi, je peux dire, j'ai vécu mai 68 en France. Au bout d'1 mois de grève, il n'y avait plus rien à bouffer, il n'y avait pas de transport, c'était la cata. C'est pas pour dire, mais là, ça fait 2 ans quand même. Donc, je peux voir, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bien, merci beaucoup, on peut applaudir à